Ça caille là-bas. Je reviens de ma dernière expédition et elle fait froid dans le dos, croyez-moi la vadrouille. L'Écosse est connue pour être une terre de légende et celle dont je vais vous parler aujourd'hui fait partie des plus lugubres. J'étais dans cette grotte avec la garde écossaise. Il venait tout juste d'arrêter ce type. Il était avec sa femme et ses gosses. Une véritable famille de cinglés. Et croyez-moi, je pèse mes mots. C'était comment encore son nom? Ah oui, Sonny Bean. J'entends encore son nom résonner à travers les tréfonds lugubres de la grotte. Un cannibale ayant pas moins de 1000 victimes à son compteur. Ouais, ça fait quand même un paquet de monde à tuer, dépecer et bouffer surtout. Vous remarquerez que ça fait quand même 2 fois en peu de temps qu'on parle de bouffer des gens ici. Sympa l'ambiance, hein? Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de vous raconter son effroyable histoire. Je me souviens. Nous étions au XVIIe siècle, une période marquée par l'horreur d'un clan écossais. Un clan qui aura réussi à faire couler beaucoup d'encre, mais aussi beaucoup de sang. Le clan de Sonny Bean. Alexander Sonny Bean, de son vrai nom, né près d'Édimbourg sous le règne de Jacques VI d'Écosse, était un fils de paysan, destiné à suivre le même travail difficile et honorable que son père. Cependant, il découvrit très jeune qu'il était plus attractif de mener une vie en marge de la société. Il était paresseux, vicieux et plein de ressentiment à l'égard de l'autorité. Mais il était aussi très rusé et ambitieux. Et c'est cette ingénieuse ambition qui l'a amené à devenir la légende qu'il est aujourd'hui. À l'âge adulte, nourri par l'amertume de l'étiquette qu'on le forçait à adopter pour se fondre dans le moule, il décida de fuir la ville avec sa douce et de se réfugier dans une grotte le long de la côte de Galloway. Et c'est là que son règne de terreur commença. Durant 25 années, un quart de siècle, il sema la terreur dans les terres sauvages d'Écosse. Accompagné de sa femme dans un premier temps, ils vécurent de vol, tendirent des pièges aux voyageurs sur les routes qui reliaient les villages voisins. Mais ils se rendirent vite compte que ces larcins ne suffisaient pas à nourrir leurs nombreuses petites bouches. Car oui, au fil du temps, malgré les conditions précaires dans lesquelles ils vivaient, ils eurent 14 enfants et 8 petits-enfants issus de rapports incestueux. Vous l'aurez compris, c'était le tableau de famille parfait. Sans compter que les victimes de leurs méfaits devenaient encombrantes. Et revendre les objets de valeur dérobés risquait de remonter jusqu'à leurs crimes et leur risquait la potence. Ils décidèrent donc de joindre l'utile à l'agréable et de faire disparaître leurs victimes. Vous aurez donc compris qu'ils ne portaient pas le nom de cannibales aux 1000 victimes pour rien. Le nombre de personnes disparues augmentait de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Son modus operandi était systématiquement le même. Après une embuscade sur une route voisine, il traînait le corps dans la grotte où il s'occupait de les préparer pour mieux les conserver. Les membres étaient séchés, salés et marinés, puis suspendus à des crochets sur les murs de la caverne. Les ossements, quant à eux, étaient empilés dans une autre partie de la grotte. Le couple se constitua ainsi un garde-manger de chair humaine. Dans ces sinistres conditions, comme je l'ai dit précédemment, Sonny Bean et sa femme eurent leurs nombreux enfants et petits-enfants. Ils grandirent dans la grotte, ne reçurent aucune instruction. On leur inculqua dès le plus jeune âge la pratique du cannibalisme et des embuscades. Ils étaient prêts. Cependant, parfois obligés de jeter des membres humains atteints de putréfaction en dépit du salage, il arrivait de temps à autre que des restes soient découverts. Étant donné que ces objets macabres étaient composés de membres et de morceaux de chair humaine séchés coupés, ils ne furent jamais identifiés. Et il était impossible d'estimer le moment de la mort. Toutefois, il était vite devenu évident aux yeux des autorités que ces indices étaient liés à la longue liste de personnes disparues. À la vue de ces restes décapés et salés, les gens ont commencé à saisir le sort qui était réservé aux personnes enlevées. Les efforts déployés pour retrouver les personnes disparues et traquer leurs assassins donnèrent lieu à des arrestations et des exécutions de malheureux innocents, dont le seul crime était d'être la dernière personne à avoir vu la victime. La famille grandissant, le programme d'enlèvement fut organisé à une échelle plus ambitieuse. Parfois, pas moins de 6 hommes et femmes tombaient dans leur embuscade et étaient tués par une douzaine d'entre eux. Mais il est clair que cette situation ne pouvait pas indéfiniment tourner en leur faveur. Une nuit, plusieurs membres du clan attaquèrent un homme et son épouse qui revenaient à cheval d'une foire à proximité.
La femme fut rapidement massacrée et éventrée. Le mari, quant à lui, résista vaillamment jusqu'à ce qu'un autre groupe de forains vienne lui prêter main forte et mette en fuite les agresseurs. L'homme fut emmené au premier magistrat de Glasgow pour décrire les faits horribles dont il avait été victime. Le magistrat attendait depuis longtemps ce témoignage prouvant l'existence d'un groupe organisé de tueurs sévissant autour de Galloway et pratiquant le cannibalisme. L'affaire étant d'une gravité sans précédent, il s'en référa au roi James VI, qui se rendit en personne à Galloway, avec une armée de 400 hommes accompagnés de leurs chiens pisteurs. Ils passèrent au peigne fin toute la campagne et la côte, mais en vain. Un jour, non loin de la grotte, un chien flairant la légère odeur de la mort se mit à aboyer. Au flambeau, les hommes avancèrent prudemment, mais méthodiquement, le long des passages étroits et tortueux de la grotte. Quelques pas encore, et ils tombèrent nez à nez avec les auteurs de ces crimes infâmes. Un spectacle terrible les attendait. Le long des murs humides, des membres humains, des morceaux de corps étaient suspendus en rang, tels les carcasses de viande, dans une chambre froide de boucher. Ils découvrirent dans les coins des paquets de vêtements amoncelés, ainsi que divers objets de valeur, tels des montres, bagues et bijoux. Dans une chambre voisine avaient été empilés les os prélevés sur quelques 25 ans de sévices. Toute la famille était piégée dans le fond de la grotte, sans échappatoire. La sortie avait été bloquée par la garde. Leur sort était scellé. Ils furent ainsi arrêtés et conduits à Édimbourg. Contrairement aux prérequis habituels, ils n'eurent pas droit à un procès. Dans la froideur de la nuit, ils furent abattus aussi sauvagement que l'avaient été leurs victimes. La légende raconte que les hommes eurent les parties génitales, les bras et les jambes tranchés. Condamnés à agoniser dans leur sang, les femmes et les enfants, quant à eux, furent obligés de regarder cette scène atroce, puis furent exécutés à leur tour. J'en ai encore des frissons. On dit que derrière cette légende macabre se cachent des faits réels. Mais qu'en est-il concrètement? Et si je vous disais que oui et non? Tout d'abord, les lieux mentionnés et certains personnages historiques, selon les versions bien entendu, sont tout à fait réels. Cependant, le fait qu'il y ait beaucoup d'approximations, de multiples versions et des inexactitudes historiques relaie davantage l'histoire de Sonnet Bean au rang de légende que de faits historiques bien réels. D'ailleurs, la version que je vous ai contée aujourd'hui est une parmi d'autres. De plus, le fait d'avoir fait 1000 victimes sans jamais faillir paraît vraiment très gros, même s'il avait de nombreuses bouches à nourrir sur pas moins de 25 ans. Les nombreuses sources, même anglophones, que j'ai consultées, se contredisent parfois, et donnent des détails différents, ce qui sème encore plus le doute sur la véracité des faits. Sans compter que cette légende appartient au folklore écossais, ce qui donne un indice supplémentaire sur la probable authenticité des faits. Et enfin, nous devons remettre l'histoire dans son contexte. Le cannibalisme, l'inceste et la vie marginale que vivait ce clan devaient avoir de quoi effrayer les bonnes gens de l'époque. Comme de nombreuses autres légendes marquantes, elle a eu droit à son adaptation en roman, pièce de théâtre, opéra et même l'un des plus grands films de l'histoire hollywoodienne, La colline a des yeux, qui s'inspira donc de la légende de Sonnet Bean. D'après l'historienne Louise Yeoman, interviewée dans le cadre de la sortie du film, qui a partagé son explication dans un article de la BBC que je vous mets en description, le nom du film sonne comme le top du box-office des films d'horreur, car c'est la raison pour laquelle l'histoire a été initialement inventée, pour vendre des livres. Mais au-delà de cela, elle servait une cause bien plus sinistre. Le livre n'a pas été édité en Écosse, mais bien en Angleterre, au moment où de gros préjugés circulaient à l'égard des Écossais. Toujours selon elle, bien que se déroulant au tournant du XVIIe siècle, l'histoire de Sonnet Bean ne peut être trouvée que 100 ans plus tard. Lors des soulèvements jacobites au siècle suivant, la presse anglaise dépeignait régulièrement les Écossais de manière négative, soit pour les tourner au ridicule, soit comme ayant un caractère sinistre. Elle ajoute même que le nom Sonnet lui-même était un nom anglais populaire pour les personnages barbares de dessins animés. C'était un peu comme nommer un personnage irlandais de cartoon Paddy. En gros. Ah, c'était le stéréotype écossais de l'époque, des barbares cannibales qui vivent dans des grottes. Ouais, ça change du gars en kilt qui joue de la cornemuse, hein. Enfin, en conclusion, Sonnet Bean n'a probablement jamais existé.
chose sur laquelle tous les historiens sont d'accord pour une fois. Mais il y aurait bien eu des histoires de cannibalisme en Écosse, comme ailleurs dans le monde, et cette légende serait le fruit d'une imagination fertile qui aurait muté à travers les années, jusqu'à être immortalisée à travers ses adaptations. Si des histoires de cannibalisme vous plaisent, j'ai un épisode bien gore à vous proposer. Les origines de Sweeney Todd, le barbier qui égorgeait ses victimes pour les transformer en pâté en croûte, avec la complicité de son pâtissier. Elle s'affiche juste là, ou bien une autre vidéo que suggère YouTube en fonction de vos préférences. Allez, régalez-vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne plus manquer aucun épisode. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!